Nous allons nous intéresser aujourd'hui au diagnostic stratégique interne. Pourquoi un diagnostic stratégique interne ? Ce diagnostic permet en fait de déterminer les forces et faiblesses relatives de l'entreprise afin de repérer les compétences distinctives sur lesquelles pourront se baser l'ensemble des stratégies de l'entreprise. Ce diagnostic répond ainsi à deux principaux objectifs. Tout d'abord, d'identifier les manques en termes de ressources et de compétences qui pourraient limiter l'obtention d'avantages concurrentiels. On parlera ici de faiblesses, mais aussi de repérer des ressources possédées et des compétences détenues qui peuvent, en fonction des facteurs clés de succès et des caractéristiques de l'environnement, constituer une base d'avantages concurrentiels. On parlera alors de force. Le diagnostic interne repose sur différents éléments. Tout d'abord, l'étude du dirigeant, mais aussi l'analyse de la culture de l'entreprise, de sa structure organisationnelle, de la chaîne de valeur de l'entreprise, en s'appuyant sur les travaux de Michael Porter, et enfin sur une analyse des ressources et compétences, l'objectif final étant de déterminer les forces et faiblesses de l'entreprise. Premièrement, en ce qui concerne l'étude du dirigeant, un certain nombre d'aspects méritent une attention particulière, en particulier son parcours, son histoire personnelle, naturellement ses valeurs et aspirations sociales et sociétales, son rapport au risque qui a une incidence forte demain sur des prises de décision à venir, mais aussi sa personnalité, son image, son réseau personnel et professionnel qui peuvent être des leviers importants dans la croissance de l'entreprise, naturellement son style de communication auprès des différentes parties prenantes, des salariés aux actionnaires en passant par le grand public, et enfin son style de management. Deuxième élément à prendre en compte, la culture d'entreprise qui repose sur différents critères. Tout d'abord les croyances, valeurs, normes, mais aussi les mythes de l'entreprise, les personnalités marquantes comme le fondateur ou des dirigeants charismatiques, les rites et pratiques avec ses codes, qu'ils soient vestimentaires ou au niveau du langage, les espaces et lieux de référence comme l'importance du siège, les méthodes de travail et les modes d'organisation, la distance hiérarchique, c'est-à-dire les relations entre la hiérarchie et les collaborateurs, l'aversion au risque, la relation aux tâches par rapport à la relation aux autres, les attitudes et comportements des différentes personnes issues de l'entreprise, naturellement le style de communication qui est favorisé au sein de l'organisation et le style de management. Troisième point, la structure organisationnelle qui, à l'appui des travaux de Mintzberg ou encore de Laurent Selorge, permet de définir un certain nombre de critères et de déterminants clés, comme le degré de supervision, qu'il soit direct ou indirect, formel ou informel, le degré de centralisation et décentralisation qui touche au mécanisme de coordination, le degré de spécialisation qui vise à analyser le degré de division du travail au sein de l'entreprise, le degré de formalisation entre l'importance accordée aux procédures par rapport à l'initiative personnelle, le degré de standardisation au niveau des procédés, des résultats ou des normes en ce qui concerne par exemple les questions de qualification, de compétences ou de formation, le degré de différenciation et d'intégration au sens l'adaptation de l'entreprise aux variations et à la diversité de l'environnement, le degré aussi de dimensionnement, en clair, la taille de l'entreprise qui peut avoir un effet sur le niveau de complexité organisationnelle. Quatrième point, la chaîne de valeur, issue des travaux de Michael Porter. C'est une chaîne de valeur interne qui peut se définir comme l'étude détaillée des fonctions de l'entreprise afin de mettre en évidence les activités internes et leurs liens, qui peuvent avoir un impact en termes de structure de coûts, mais également de qualité, en vue in fine de cerner les différents atouts que l'entreprise possède sur chacune de ses fonctions. Cette chaîne de valeur est souvent décomposée en deux grandes catégories. Tout d'abord les fonctions principales, puis les fonctions de soutien, et souvent représentées sous forme d'un schéma, avec d'un côté les fonctions principales ou opérationnelles
qui vont de la fonction achat à la fonction service, qui sont celles qui concernent directement la création, production et commercialisation des produits, et les fonctions support avec les fonctions finance, contrôle de gestion, gestion des ressources humaines ou encore recherche et développement, qui sont celles qui viennent en appui de l'activité principale et qui accompagnent le processus d'ensemble. Elles forment généralement ce que l'on appelle l'infrastructure de la firme. La chaîne de valeur va ainsi permettre d'une part de déterminer les fonctions et liaisons qui permettent de créer de la valeur pour le client, d'affecter à chaque fonction des coûts spécifiques et enfin de pouvoir analyser les sources de création de valeur et de coûts au sein de l'entreprise avec comme objectif d'optimiser la performance globale de l'entreprise. Dernier point, l'analyse des ressources et compétences qui repose sur l'étude d'un certain nombre d'actifs stratégiques comme les ressources financières avec le bénéfice, le capital et l'emprunt au niveau de l'entreprise, les ressources humaines avec une dimension quantitative, le nombre, les effectifs, mais aussi qualitative, le profil du personnel, les ressources matérielles, comme les locaux, équipements ou machines, les ressources immatérielles avec les brevets, les licences ou encore l'image de marque de la firme, mais aussi des compétences importantes comme les compétences technologiques que l'on peut classer en technologie de base, technologie clé ou technologie émergente, les compétences commerciales qui permettent de définir les leviers d'action pour développer l'entreprise et ses activités, et enfin les compétences organisationnelles qui permettent d'analyser la réactivité et l'agilité de l'entreprise face à un environnement de plus en plus instable et mouvant. Ces différents points, une fois analysés, permettent ainsi de repérer les forces et faiblesses de l'entreprise, mais aussi de les hiérarchiser en fonction de leur importance, en appréciant à la fois leur valeur contributive et les risques encourus, mais aussi en fonction de l'urgence, en termes d'horizon temporel, court terme versus moyen-long terme, en vue, in fine, de pouvoir prendre un certain nombre de décisions adaptées et appropriées aux caractéristiques de l'entreprise.